Nous pour les quelques minutes de retard. Bienvenue à ce premier groupe webinar pour lancement du groupe de travail sur les data transformers. Je ne sais pas si vous nous entendez. Est-ce que vous pouvez nous mettre un petit message dans le chat si vous nous entendez ou s'il y a des soucis? On est en train de récupérer tout le monde. N'hésitez pas à nous écrire. Voilà. Son et Tout va vidéo, bien ok. apparemment. Donc, tout va bien, sauf ceux qui n'arrivent pas à se connecter. Je vous propose qu'on commence. Ségolène? Oui. C'est bon pour vous ou... Je vous ai renvoyé à la messagerie INSERM. À la messagerie INSERM, oui. Moi, je par la voix de tout le monde. Oui. Oui, sinon par le... On vous passera un intervenant. Alors, tu peux changer. Je vous propose de commencer, excusez-nous, de ce petit délai. Nous allons être 4 à intervenir sur ce webinaire. Moi, je vais essayer de garder les temps et de faire la modération. Il y aura Ségolène qui est en train de se connecter. Ségolène Aimé, présidente du conseil scientifique du HDH, entre autres. Ségolène, on vous laissera vous présenter quand vous nous rejoindrez. Rémi Choquet, qui est Head of Medical Data Evidence Department de Roche, mais que vous connaissez, et Romain qui interviendra, Romain Boisdin, qui travaille également chez Roche et qui est à la gouvernance et la protection des données de santé. Ce premier groupe de travail, il vise à réfléchir et à vous recruter, à vous présenter les objectifs autour d'une démarche de mise en place d'une échelle de bénéfices-risques sur l'utilisation des données de santé, l'utilisation secondaire des données de santé. Dès que Ségolène va pouvoir se connecter, on va refaire un petit point sur un position paper qui a été publié par un groupe de travail du conseil scientifique du HDH qui a posé les risques et les bénéfices, qui a également identifié les freins à l'utilisation secondaire des données de santé. Donc, je vais essayer de faire en sorte que Ségolène arrive à nous rejoindre. Et ensuite, Rémi interviendra sur les objectifs de la création d'un outil. Et Romain vous le présentera sur une première version d'une échelle qui a été testée et mise en place. Et enfin, on vous proposera des modalités de rejoindre ce groupe de travail. Voilà le plan. Je brode un peu pour permettre à Ségolène de nous rejoindre. Rémi, tu veux peut-être juste dire quelques mots sur le groupe de travail qui a eu lieu dans le cadre du conseil du HDH? Oui, pas de problème. Bonjour à tous. Donc, Rémi Choquet, donc, comme ça a été dit, moi j'ai la chance de travailler chez Roche à la génération de données médicales complémentaires aux produits de santé que nous lançons. Et je fais partie du conseil scientifique du Health Data Hub depuis sa création. En fin de mandat. Donc, il y a eu un certain nombre de groupes de travail dans le cadre du conseil scientifique qu'on réfléchit, qui s'est renouvelé il y a à peu près à sa présidence il y a à peu près 1 an et demi, et qui depuis réfléchit à un certain nombre de problématiques qu'on peut tous observer, académiques, industriels, autorités, dans le système, dans le système des données de santé, dans cet écosystème. Donc il y a un certain nombre de groupes autour de la question des données génomiques, autour de la question des registres, cohortes et du HDH, de la question ici du bénéfice-risque et de l'éthique, sous un angle un peu éthique, mais Ségolène y reviendra, donc sur la question de l'utilisation secondaire des données de santé pour la recherche et la santé publique. Et puis d'autres groupes, on a eu 5 cette année. Et donc ce groupe-là, Ségolène, je suis heureux de te voir. On te voit.
C'est Coucou. déjà une grande avancée et on t'entend. C'est la deuxième grande avancée. Parfait. Donc, je vais pas prendre ta place, donc je vais te rendre ton siège de président du conseil scientifique du LZAE et peut-être nous introduire ce travail. Merci d'être là. Oui, ben écoutez, merci, excusez-moi pour ces problèmes techniques. Ben oui, c'est un grand plaisir de pouvoir discuter avec vous tous du travail que nous avons produit, puisque notre objectif en faisant ce travail, c'était vraiment de contribuer à dérisquer tout le process et à permettre la libération de l'usage des données de santé qui ont tellement de potentiel. Et quand on a réfléchi au début à faire un travail sur les freins et les moyens de les lever, on s'est aperçu qu'il y avait un problème plus général qui était que la perception de l'usage des données de santé était basée essentiellement sur le fait que c'était risqué pour les individus de donner accès à leurs données, ou que les producteurs aussi avaient des bonnes raisons de les retenir et de ne pas les libérer pour protéger les citoyens. Donc, force de ce constat que la perception générale était à regarder uniquement les risques, on s'est dit, notre travail de fond doit être de regarder à la fois les risques et les bénéfices et de mettre en rapport les deux, parce que dans la démarche éthique, on sait très bien que c'est jamais tout blanc et tout noir. Il faut vraiment faire une balance et regarder de quel côté elle pèse. Donc, quand on a regardé les risques, il y a vraiment dans la population générale, comme dans celle des professionnels, des perceptions que ces risques sont majeurs dans l'exploitation des bases de données de santé. Et la première chose qui vient à l'esprit, évidemment, c'est la révélation de données personnelles. Les gens voient ça comme une mise à disposition du dossier personnel des gens, et qui pourrait être sur le web et accessible à ses voisins, à ses amis, à sa famille, alors que c'est très, très confidentiel, bien sûr. Ce risque est une confusion entre les données de santé brutes qui sont utilisées pour le soin et les données de recherche qui sont pseudo-anonymisées ou anonymisées. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, ce risque de révélation de données très personnelles n'existe pas en réalité. Ensuite, donc, on a regardé la perception aussi par les professionnels et les producteurs de données de santé, qui sont généralement des médecins très, très dévoués, des scientifiques qui passent leur nuit et leur week-end à constituer ces bases de données, et qui sont donc très violemment opposés à un partage très large de ces bases, parce qu'ils ressentent ça comme une injustice, et donc ils pensent que la valorisation doit leur revenir, et donc ils sont vraiment très opposés à la science ouverte telle qu'elle a été définie dans la loi. Donc cette violation de la propriété intellectuelle, bon, il y a des réponses qu'on peut apporter à ça, mais il y a aussi un discours à tenir sur les avantages et les impératifs même à partager la science. Ensuite, les gens ont l'impression qu'il y a une utilisation non contrôlée des données, alors que le process, nous qui sommes dedans, savons très bien à quel point il est structuré, très bien organisé, et qu'au contraire, il est plutôt dans l'excès de contrôle que dans le non-contrôle. Ensuite, il y a un risque chez les professionnels de santé de surveillance normative de leur activité. Bon, mais ça, c'est une réalité, et c'est une bonne chose d'un point de vue sociétal. Il y a à regarder les écarts de soins, les écarts de prescription, etc., à grande échelle, pour pouvoir ensuite mener des actions, non pas de punition des professionnels, mais de négociation avec eux et de rectification des inégalités territoriales qui sont très, très grandes. Et ensuite, les gens ont peur que les données soient volées. Or, les données de recherche ne sont jamais des données primaires, ce sont des données secondaires, ce sont des copies de base et non pas la base elle-même. Ensuite, il y a des vrais freins à l'ouverture des données. Ça, c'est ce dont j'ai parlé avant, c'est plus de la perception que de la réalité. En revanche, il y a des vrais problèmes. Il y a d'abord une position idéologique en France très, très hostile au stockage des données à partir de technologies de GAFA, disons,
la souveraineté est une valeur vraiment très souhaitable, mais pas dans l'excès quand la technologie est excellente et au service de tous les impératifs de sécurité qui ont été définis nationalement. Eh bien, c'est un petit peu excessif que de brandir le fait que ce sont des technologies américaines ou pour empêcher les choses de se faire. Donc ça, on a démonté ça dans notre document. Ensuite, le fait qu'il y a soi-disant un guichet unique avec le HDH, c'était sa mission que de développer un guichet unique. En réalité, l'écosystème est très, très complexe et donc pour les chercheurs en général, les industriels comme les académiques, c'est vraiment vécu comme un parcours du combattant à juste titre, car il y a des délais absolument inadmissibles à l'obtention à la fin des données de santé. Et puis, le troisième obstacle majeur, c'est qu'en France, il y a une très grande hostilité à l'utilisation du NIR, du numéro de sécurité sociale, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que le NIR, pour permettre le chaînage des bases de données entre elles, pour pouvoir les croiser et les enrichir. Or, ce NIR est indispensable pour ces croisements et quand on fait du chaînage avec des méthodes statistiques, on perd énormément de dossiers, ce qui peut être absolument désastreux quand on est sur des pathologies qui sont assez rares. Et en tous les cas, ça demande en plus des efforts considérables et une consommation numérique d'énergie qui est inadmissible. Donc vraiment, l'utilisation du NIR, c'est indispensable et c'est fait dans tous les pays du nord de l'Europe, par exemple, sans aucun problème depuis 30 ans. Ensuite, il y a les problèmes de délai d'attente pour l'accès aux données du SNDS qui ont de multiples causes, mais qui sont devenues majeures puisque maintenant, les délais d'attente peuvent être de l'ordre de 1 an à 1 an et demi, voire 2 ans. Donc ça, c'est incompatible avec le calendrier de la recherche. Donc c'est vrai, il y a des vrais freins à l'ouverture des collections de données, mais il y a aussi, surtout pour pousser à la résolution de tous ces problèmes, il y a d'immenses bénéfices attendus à l'exploitation des bases de données dans le domaine de l'épidémiologie, évidemment, pour mieux connaître les problèmes, les mesurer en population réelle, il n'y a rien de mieux que ça. Ensuite, pour évaluer l'efficacité des soins, et ça c'est absolument indispensable si on veut avoir une gestion rationnelle du système de santé. Surveiller l'évolution des pratiques, car les innovations sont très très nombreuses en médecine et heureusement, mais ces innovations sont peu ou mal surveillées et évaluées, et donc cet impact des innovations est largement différé du fait de l'absence d'usage facile des données de santé, et ce qui est extrêmement dommage, et c'est vraiment ça, ça serait merveilleux de pouvoir vraiment en temps réel regarder à 1 an, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, l'impact des nouvelles pratiques qui sont mises en place dans notre système de santé. Ensuite, on pourrait documenter l'accès aux soins, et c'est une grande problématique nationale. On est un pays égalitaire, on a envie que toutes les régions soient aussi bien soignées. Ce n'est pas le cas, et donc c'est vraiment indispensable de pouvoir regarder ça. Ensuite, ça contribuerait bien sûr à la recherche en général et à l'amélioration des connaissances, qui est le préalable à toutes les innovations positives pour la qualité des soins. Et puis ensuite, la raison d'être de tout ça aussi, c'est de nourrir de façon intelligente toutes les innovations qui sont en train d'arriver à toute vitesse dans le domaine de l'IA. Et franchement, on a un potentiel de données extraordinaire pour entraîner les algorithmes et ensuite évaluer les dispositifs médicaux qui seront produits grâce à ces algorithmes. Ensuite, c'est indispensable pour évaluer les programmes de dépistage et de prévention, et ensuite vraiment regarder si les bonnes pratiques qui sont définies par les sociétés savantes et par l'HAS
ont vraiment pénétré le milieu. Donc, les bénéfices sont énormes. Et nous, quand on a fait la balance bénéfice-risque dans notre document, on voit que la balance, elle penche vraiment radicalement du côté des bénéfices et que les risques sont des risques plus théoriques que pratiques et qui ont tous leurs solutions. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a pensé vraiment qu'il était indispensable de diffuser cette culture de l'analyse bénéfice-risque, parce que dans la tête aussi bien des décideurs, des politiques que des régulateurs actuellement, ils n'ont en tête que les risques et jamais les bénéfices. Or, prendre une décision de refus d'un accès à des données pour des risques qui sont minimes et très improbables, alors que les bénéfices sont énormes, eh bien, ce n'est pas éthique. Voilà. Je te laisse maintenant, Rémi. Oui, merci Ségolène. Juste un petit mot pour vous dire que si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat et qu'on les reprendra, ou vous pourrez prendre la parole également en fin de session plutôt. Rémi, à toi. Merci beaucoup Ségolène. Difficile de passer après toi, tu as tellement bien résumé la problématique et pourquoi on essaye de faire en sorte effectivement de sortir un peu, quand je veux bien qu'on revienne, merci, de cette ornière de l'évaluation du risque. Alors, elle a aussi un historique, hein, cette évaluation du risque. On sait que RGPD a introduit en fin de compte une approche d'évaluation du risque sur les données et non pas sur leurs usages a priori. Qui a aussi occasionné dans notre écosystème français une approche, notamment par la CNIL, enfin en tout cas une approche bicéphale avec d'un côté le CESRES garant du temple des données du SFDS et de leur bon usage et d'autres types de données, et de l'autre côté la CNIL effectivement garant du risque sur la identification éventuelle d'individus et sur l'information auprès de ces individus, etc., qu'on connaît très très bien. Et effectivement, on a observé dans notre paysage, on va dire, une responsabilisation accrue des acteurs de la science, hein, par le biais, par exemple, des méthodologies de référence, hein, qui sont des cadres, en fin de compte, d'accélération de l'autorisation à pouvoir utiliser des données de santé. Et je pense que, enfin, en tout cas, c'est l'analyse qu'on peut en faire peut-être, l'évolution de cette responsabilisation, c'est-à-dire le fait que les acteurs doivent plus se responsabiliser, à poser un certain nombre, et pose toujours un certain nombre de questions à ces mêmes acteurs. Faut-il, puis-je, est-ce que ça rentre dans ce cadre, est-ce que ça rentre pas dans ce cadre? Et tu parlais des institutions, mais on peut voir nous-mêmes dans nos institutions locales, on va dire, des gens qui sont aussi très averses à ce risque-là. Donc les départements juridiques, par exemple, qui se posent énormément de questions, à juste titre, hein, c'est bien normal, puisqu'on veut tous être conformes, mais avec... Moi, je suis dans une industrie où on est très, très prudent sur cette question-là, évidemment, et d'autres, effectivement, je pense, tout le monde l'est plus ou moins, mais on apporte un regard dessus. Donc, effectivement, on s'est dit, bon, cette question-là du bénéfice sociétal et donc, in fine, individué, hein, en termes de santé d'un côté, et les risques souvent réputationnels ou des risques d'usage interdit par la loi, quelque part de l'autre côté, cette balance-là, en fin de compte, dans notre système, elle est probablement faite d'une manière ou d'une autre, mais en fait, elle n'est jamais réconciliée dans un même document ou dans un même endroit. Et donc, on s'est posé la question de est-ce qu'il serait, alors dans le domaine de la santé et des industries des médicaments, on connaît bien ces questions de bénéfice-risque, puisqu'à chaque développement de produit, on jugule les risques avec plein de méthodes scientifiques, etc., puisque l'idée, c'est de ne jamais être en dessous du soin standard qui existe quand on développe un nouveau produit. Donc, on connaît bien cela. On connaît bien ça aussi dans les entreprises, dans des approches gestion du risque, management du risque. Mais la question, et c'est le challenge qu'on a aujourd'hui, c'est de se dire si on devait adapter ces méthodologies à la question de quel est le bénéfice et quel serait le risque à partager des données de santé, ou ce type de données de santé pour ce type de projet, par exemple, ça pose un certain nombre de questions, évidemment, méthodologiques et sur les critères, et on y reviendra juste après. Pour autant, on s'est dit ça peut être une bonne idée, et c'est un peu la question qu'on pose là et le pari, et je pense que certains s'y tentent, ou même peut-être certains ont déjà leurs échelles personnelles au niveau des institutions. On s'est dit ça pourrait être une bonne idée que d'essayer de construire un outil opérationnel qui permettrait à chacun de pouvoir évaluer ses bénéfices-risques. Alors, il est entendu que d'un côté,
d'un point de vue sociétal, on peut tous comprendre que le risque de partager une base de données de 200 patients pseudonymes pour faire de la recherche alors qu'ils ne sont pas informés, alors que ça pourrait permettre à 2 millions de personnes d'aller en meilleure santé, évidemment, ce bénéfice-risque, il est un peu caricatural, mais clairement, je pense qu'on noterait tous, et je pense que c'est ce que fait effectivement, par exemple, la CNIL dans ses autorisations pour déroger à l'obligation d'informer, d'autoriser ce type de traitement. Pour autant, effectivement, dès qu'on va de l'autre côté de la pièce et qu'on se dit une base de données avec 65 millions de bénéficiaires, partagé avec tout le monde dans la population pour faire une petite étude qui pourrait en toucher à peine 1 million, ou peut-être moins, on parle pas du même bénéfice-risque. Pour autant, on sait qu'on a des obligations, et c'est pour ça qu'elles ont été constituées, de réduction, notamment des données quand on fait ce type d'études. Donc en fait, entre ces deux extrêmes, la question c'est de se poser quel est le bon outil qu'on peut constituer. Et là, Ségolène, tu en as parlé très bien. A priori, le bénéfice, si on le pose comme ça, il est très souvent, voire quasiment en permanence positif pour la société et pour les individus. Pour autant, et donc la question qu'on se pose, c'est l'est-il toujours quels sont les bons marqueurs de mesure, et ce qu'on va vous proposer, c'est d'essayer de nous faire réfléchir et de constituer un outil qui pourrait être utile et aux porteurs de projets et aux régulateurs éventuellement, pour pouvoir enfin mettre dans la même échelle, dans le même outil, cette balance bénéfice-risque, afin de pouvoir augmenter la pertinence collective, on va dire, des projets, et la discussion entre les acteurs qui sont les acteurs généralement de la science et qui sont aujourd'hui les acteurs du droit aujourd'hui, ou d'assurer la minimisation des risques, on va dire, pour qu'on puisse avoir quelque chose de plus opérationnel et de plus transparent aussi vis-à-vis des citoyens et de ces acteurs-là. Donc, je vais passer la parole à Romain qui va nous présenter une première version de l'outil qu'on a constitué chez Roche, qu'on a commencé à tester chez Roche et qu'on voudrait vous proposer plus largement. Bonjour à tous, je suis Romain Boisdin, je suis délégué à la protection des données. Donc effectivement, la question qu'on s'est posée était de comment objectiver au maximum le bénéfice-risque de ces réutilisations de données. Alors aujourd'hui, on a un outil quand même, vous savez, la fameuse analyse d'impact sur la protection des données personnelles qui est prévue par le RGPD, qu'on réalise pour tout traitement de données de santé dès lors qui peut présenter des risques, ce qui est quand même dans la recherche. Finalement, on est souvent dans le cadre. Cet AIPD nous impose d'évaluer le risque pour les personnes concernées, donc finalement pour les personnes dont on va traiter les données. Et puis d'un autre côté, dans les protocoles de recherche, on va souvent décrire l'intérêt de la recherche, pourquoi c'est important, l'intérêt scientifique, etc. Mais c'est finalement des choses qui sont assez... l'évaluation de bénéfice-risque, finalement quelque chose d'assez subjectif, éthique, voire politique. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on va pouvoir réussir à objectiver ça? Alors, clairement, ce sera... sur l'évaluation du bénéfice-risque, on ne va pas réussir à sortir une valeur chiffrée, ce genre de choses, mais peut-être comment on peut au maximum détailler les éléments qui rentrent en compte dans cette évaluation et pour expliquer l'arbitrage derrière qui est fait et enrichir les discussions qu'on peut avoir en interne lors de la validation du projet ou plus tard dans les discussions avec les institutions. Voilà, là, sur la slide, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donc essayé un petit peu d'identifier les bénéfices, les risques qui pouvaient se présenter, ce qui vient les moduler avec une notion de vraisemblance et de probabilité que ces risques et bénéfices se réalisent. On a identifié une première méthode de décision qui, sans réinventer la roue, je vais vous en parler juste après, réaliser quelques tests. Je crois qu'on l'a testé sur 4 projets. Et maintenant, on est à cette étape où on souhaite le partager avec vous, ce prototype en quelque sorte.
et se poser ensemble les questions de comment on enrichit l'outil, comment on arrive sur des points communs d'harmonisation de l'appréciation de ce bénéfice et de ses risques, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, le valoriser et le partager, l'utiliser tous ensemble plus largement. Alors, la méthodologie qui en est ressortie, bon, il existe pas mal de méthodologies pour évaluer un bénéfice-risque, des stratégies décisionnelles. Il se trouve que j'étais à la NSM jusqu'à il y a encore un an, et donc j'ai été largement inspiré par ce qui se fait déjà finalement en termes d'évaluation du bénéfice-risque dans la prise de décision pour les autorisations de mise sur le marché. C'est quelque chose qui est aussi utilisé par la HAS, etc. Et qui revient donc au découpage suivant, c'est-à-dire que d'abord on se pose la question des bénéfices, leur importance, en prenant en compte le contexte de la pathologie. Est-ce qu'on est sur une pathologie grave? Quelles sont les retombées attendues de cette recherche? La vraisemblance de ces bénéfices. Alors c'est vrai que dans l'AMM, on a quand même en général déjà des résultats d'essais cliniques qui permettent un petit peu d'étayer tout ça. Là, lorsqu'on va évaluer de manière prospective le bénéfice d'une réutilisation de données, on est un peu plus dans la supposition, dans l'hypothèse, d'où aussi l'importance de réussir à travailler ensemble pour avoir quelque chose qui soit peut-être un peu moins au doigt mouillé et plus un travail de consensus. Les risques, où là, on peut peut-être essayer de se baser sur l'expérience, sur les capacités, sur ce qui a des piratages qui auraient pu déjà avoir lieu, quelles ont été les conséquences sur les personnes. Leur vraisemblance. Et ensuite réconcilier tout ça, on regarde l'importance des effets défavorables, les effets favorables, donc les bénéfices, les risques, qu'on va peut-être pouvoir pondérer là aussi par le contexte, combien de patients seraient potentiellement touchés par ces bénéfices ou par ces risques, quelles sont les retombées attendues et les mettre en balance. Et c'est là où intervient finalement l'arbitrage, la décision très subjective, mais qui se nourrit quand même un petit peu de notre contexte éthique, et évidemment on aura avant détaillé les argumentaires. Et donc finalement, lorsqu'on va devoir discuter cet arbitrage, on a des choses très, très concrètes sur lesquelles s'appuyer. Alors, pour les bénéfices, finalement, qu'est-ce que ça veut dire de quantifier l'importance et la vraisemblance des bénéfices? Qu'est-ce qu'un bénéfice quand on réutilise des données? On est tombé sur cette définition en se disant un bénéfice pour une réutilisation de données, c'est l'amélioration que les résultats que je vais obtenir vont pouvoir améliorer soit la santé des patients, soit notre système de santé. De quoi ça se compose? Ça va se composer du contexte et de la gravité de la pathologie. Alors, c'est des choses à prendre en compte. On ne va pas forcément pouvoir nous influencer dessus une fois que l'objectif de la recherche est posé. Mais peut-être qu'effectivement, par exemple, lorsqu'on a vécu la crise du Covid, il y a tout de suite des réutilisations de données qui se sont mises en place pour suivre l'épidémie, etc. Donc, on sent que l'importance du contexte est quand même forte. On va pouvoir avoir la taille de la population concernée. Est-ce que ces bénéfices vont concerner 2 patients, 10 000, 100 000 Est-ce que c'est un facteur qu'il faut qu'on intègre dans notre modèle et comment? Et puis, la capacité à réutiliser les résultats. Parce que c'est vrai que si on fait de la science, mais qu'ensuite on garde le résultat pour nous ou qu'on l'enterre, s'il ne nous plaît pas, on a peut-être moins de capacité à avoir une vraie influence sur notre système de santé. Alors, la difficulté, c'est que ce bénéfice-là, quand on est sur des réutilisations de données, la science, c'est quand même un process itératif. On ne va pas forcément avoir une réutilisation de données qui va toujours révolutionner la prise en charge. Mais en revanche, ça peut poser les bases et développer des hypothèses qui vont être très structurantes par la suite. Donc aussi, peut-être ce point d'attention de ne pas sous-estimer trop vite les bénéfices que pourrait apporter une recherche. Et on sent qu'on a là peut-être un vrai levier d'amélioration du bénéfice si on travaille sur les modalités de partage des résultats. Alors, bon, là, je vais passer très vite, mais
pour vous montrer un petit peu ce qu'on a commencé à sentir dans les bénéfices, on peut se dire qu'il y a les bénéfices qui vont influencer sur la prise en charge de soins, où là, en termes de graduation de cette importance du bénéfice, on va quand même être sur quelque chose de maximal parce qu'on impacte directement la santé du patient, donc la prise en charge, le diagnostic. Après, il y a des choses qui restent importantes, mais peut-être quand même objectivement en dessous de l'impact direct sur la prise en charge du patient, s'assurer qu'on va pouvoir avoir des données qui vont être disponibles pour mener des recherches, pour accélérer l'innovation. En termes d'exhaustivité, si on partage la donnée, on s'assure aussi qu'on fait de la science sur des sets de données qui vont être représentatifs. Donc, on baisse les biais, on va prendre des décisions pour notre système de santé qui vont être basées sur des résultats solides. On va pouvoir mieux comprendre les maladies, etc. Je vous apprends rien, mais voilà, ça vous permet un petit peu de voir sur les pistes qu'on commence à explorer, qui peuvent être une base qu'on enrichit ensemble. Et finalement, peut-être que tout ne va pas s'appliquer dans toutes les recherches, mais ça fait un petit peu un référentiel dans lequel on peut aller piocher. Et d'ailleurs, c'est par exemple quelque chose un petit peu ce modèle-là qu'a déjà proposé la CNIL dans sa base de connaissances sur ce qu'on fait des analyses d'impact. Voilà, on peut avoir quelque chose un petit peu similaire pour cet outil-là. Alors, la vraisemblance des bénéfices, j'ai commencé à l'aborder, mais c'est vrai qu'on a donc comment on peut quantifier ou renforcer ce bénéfice. C'est difficile à quantifier a priori, mais on sent bien que ça peut être influencé par la probabilité que l'étude arrive à conclure sur son objectif principal. Par exemple, je peux déjà avoir un certain sentiment là-dessus. Si je sais que je vais travailler sur une base de données qui est quand même pas d'une qualité fantastique et je suis pas sûr que je vais arriver à avoir un résultat très probant statistiquement parlant. Ou alors, je travaille sur une base de données, donc je sais qu'elle est très propre, les données sont vraiment de qualité, j'ai beaucoup de patients. Et donc là, a priori, je vais pas avoir trop de difficultés à arriver à mon résultat, où elle est très bien documentée, donc je sais ce que veulent dire les données qui sont dedans, où je suis assisté par un médecin qui a constitué cette base, et donc je vais pouvoir avoir des explications sur ce qu'il y a dedans, etc. Encore une fois, le petit avertissement que j'avais tout à l'heure, c'est de ne pas négliger le bénéfice indirect que peuvent avoir des résultats dans ce process itératif, y compris des résultats négatifs. Et donc voilà, là-dessus, on pourrait essayer de mieux l'apprécier. On a quelques exemples d'études qui ont des impacts par le passé, que ce soit pour suivre l'épidémie, je citais le Covid, des études de registre qui ont permis d'obtenir des nouvelles indications sur des médicaments, l'entraînement d'algorithmes qu'on voit aujourd'hui pour faire des outils de diagnostic, des bases qui peuvent nous servir à identifier des signaux de pharmacovigilance ou à modifier des stratégies de prise en charge. Donc là, un premier axe qui commence à se dessiner pour le groupe de travail, ça peut être justement d'identifier un peu ces success stories ou ces exemples de cas concrets qui ont permis d'améliorer la santé des patients ou notre système de santé. Et des marges de progression, peut-être des leviers qui nous permettraient, lorsqu'on a une étude, comment je maximise ce bénéfice. Du côté des risques, pareil, on peut commencer à ébaucher une base. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment, donc on a l'événement initial, fuite de données délibérée ou par inadvertance, l'attaque externe, ça c'est des notions qu'on utilise déjà dans les analyses d'impact. Mais finalement, lorsqu'on évalue la vraisemblance d'un risque, on a peut-être 2 voire 3 probabilités qui se cumulent. On a la probabilité que l'événement se produise, que cette fuite de données se produise. On a aussi la probabilité que le patient soit réidentifié, parce que finalement, une fuite de données où on ne réidentifie pas les patients, il n'y a pas peu d'impact pour les patients par rapport à un cas où on arrive à les réidentifier. Donc là, on peut potentiellement avoir un impact sur leur vie privée, voire une usurpation d'identité, ce genre de choses. Et puis, voir éventuellement une troisième probabilité, c'est que ces données soient effectivement utilisées de manière malveillante. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, comment la quantifier? Alors j'ai regardé un petit peu, il y a une publication aux États-Unis où ils se sont amusés, qu'ils ont essayé de chercher les antécédents
de réidentification de patients, donc dans les articles de presse. Alors, sur 5 ans, entre 2016 et 2020, ils n'ont rien trouvé. Alors après, donc il n'y a pas eu de réidentification, de cas de réidentification de patients publiés dans la presse aux États-Unis. Peut-être qu'il y en a eu qui n'ont pas été publiés dans la presse. En tout cas, pour l'instant, sur cette première piste-là, on n'arrive pas à avoir vraiment de cas pratiques. Alors peut-être qu'on pourrait réaliser une enquête similaire en France ou en Europe. On a aussi le RGPD qui oblige à notifier les violations de données. Donc peut-être qu'on peut avoir des statistiques de ce côté-là qui nous permettent de mieux apprécier le risque des fuites de données. En revanche, ce qu'on sent, c'est qu'une fois qu'on a un consensus sur un niveau de base, en quelque sorte, d'un risque de fuite, il y a quelques modulateurs qui vont être, par exemple, si je partage mes données sur une clé USB ou sur une plateforme sécurisée, peut-être le type de données aussi, est-ce que ça va être un set qui est assez attractif? Peut-être qu'il y a plus de risques que les pirates soient attirés par la base 23andMe que la base du professeur Tartampion sur ses 200 patients sur le lupus. La sensibilité de la donnée, et puis la probabilité de réidentification, elle va plus dépendre du contexte, du type de données qu'on a dans la base, sur quelle taille de population on est, est-ce qu'on a d'autres données qu'on peut recroiser, est-ce qu'on a des données quasi identifiantes dans cette base ou pas, voilà. Et là, deuxième axe de travail qu'on peut proposer pour ce groupe, c'est essayer de se mettre, d'élaborer ensemble des niveaux indicatifs de probabilité qui seraient partagés. Parce que je n'ai pas vu le deuxième point, est-ce qu'on peut revenir juste sur la slide précédente, pardon. Oui, voilà, et avoir une méthode commune de calcul des probabilités. Ça m'intéresse beaucoup, Manon, les chiffres sur les notifications de violation de données, merci. Ça peut être une super base sur laquelle travailler. Et j'imagine d'ailleurs qu'à la CNIL, dans les AIPD, vous voyez des appréciations des probabilités de risque qui varient largement. Donc ça peut être peut-être aussi, on peut réussir à trouver un consensus là-dessus. Alors ça, tu peux pas faire. Et donc voilà, pour un exemple, ce qu'on a réalisé, on a fait récemment chez Roche une étude sur une grosse base de données en vie réelle sur les patientes atteintes de cancer du sein aux États-Unis. Et pour vous montrer un petit peu comment on a pu se servir de cette grille, donc voilà, on a apprécié les bénéfices. Donc on s'est dit effectivement, bon là c'était un petit peu une recherche un peu exploratoire sur cette base. On ne va pas révolutionner la prise en charge des patientes demain, mais les résultats en tout cas vont pouvoir nous permettre d'améliorer la compréhension du parcours de ces patientes. En plus aux États-Unis, donc potentiellement avec des innovations qui sont pas encore disponibles en France, donc peut-être de déjà anticiper l'arrivée d'innovations en France. On peut avoir peut-être une utilité pour les pouvoirs publics, pour les industriels, pour les acteurs du soin. Alors voilà, on avait pris dans le contexte, on est dans le cancer du sein, donc avec une prévalence quand même assez importante, donc une taille de population élevée, etc. Du côté des risques, alors on pourra avoir des risques, des effets négatifs importants pour les personnes concernées, donc dans la base aux États-Unis s'il y avait une fuite de données. En revanche, c'est des patientes ou patients américains. Les chercheurs, il y avait un chercheur qui, a priori, il y avait peu de risques de reconnaître une personne américaine dans la base, parce qu'on se dit qu'ils n'ont peut-être pas les mêmes cercles de connaissances. Ils connaissaient assez peu d'Américains. Donc, peut-être que, on était sur une plateforme sécurisée. Le chercheur n'avait accès que pendant une durée limitée. Donc là aussi, on minimise le risque de fuite par ce biais-là. Voilà, on a utilisé un petit peu toutes ces considérations-là. En termes d'impact, les bénéfices, on est plutôt d'ordre physique. On peut espérer améliorer la prise en charge des patientes au bout du compte. Les risques restaient plutôt psychologiques parce d'après les données qu'on avait dans la base, on avait quand même on avait aussi peu de dates, peu de données directement pas de données directement identifiantes dans la base, donc une vraie difficulté à les réidentifier. Et en fait, vu les infos qu'il y avait dedans, si on arrivait à réidentifier les patientes, c'est qu'on avait en fait déjà leurs infos de santé. Donc on n'apprenait rien de la base, même si on réidentifie.
Et donc, avec cette faible probabilité de réidentification, même si c'était, je ne sais plus, sur quelques dizaines de milliers de patientes, on n'aurait pas réussi à en réidentifier une proportion très importante. Donc, un risque qui pèse sur peu de personnes et un bénéfice qui peut poser sur une large population. Et lorsqu'on met en balance, on se dit, voilà, on a quand même une faible vraisemblance de risque qui reste important, et une importante vraisemblance de bénéfices qui, eux, sont importants ou maximaux, et donc on s'en est servi pour déterminer que notre balance bénéfice-risque est positive. Et voilà. Et donc ça peut être discuté, mais au moins on a une liste d'arguments, et je pense qu'on a une vraie capacité à enrichir nos discussions sur cette appréciation. Donc voilà, je disais, on a testé l'outil sur 4 projets. Les chefs de projet m'ont dit, il faut au début un petit peu comprendre ce qui est demandé de nous dans cet outil, réussir à l'appréhender, mais une fois qu'on est lancé, ça prend pas plus d'1 heure par projet. Et donc, c'est finalement relativement aisé à utiliser. Et puis, ça peut faire gagner du temps par la suite. Et Rémi, je ne sais pas si tu voulais revenir sur les pistes de travail ou si je finis de présenter cette diapo. Oui, je peux les présenter juste après pour le call sans problème. Tu veux dire encore un mot en conclusion peut-être s'il y a des questions pour Romain? Je pense que le point important, ce que tu dis Romain, c'est en fin de compte, quand on voit parfois les délais de questionnement inhérents voilà, parfois nos pipelines d'autorisation ou de revues scientifiques ou internes avant de faire sortir une demande justement ou une conformité d'utilisation des données, on se rend compte que se poser ensemble, probablement, et c'était peut-être la valeur qui a été démontrée là, entre mitigateurs des risques et scientifiques pour vraiment évaluer le contexte et aller un peu plus loin dans sa pertinence d'utilisation. Je pense que ça a déjà une valeur, voilà, une valeur de pouvoir faire ce travail-là. Ce que ça pourrait aussi, on imagine bien, avoir comme valeur, c'est en fin de compte éduquer la population des juristes et des chercheurs à mieux travailler ensemble à la base pour pouvoir faire cette évaluation-là et en fin de compte à considérer des choses peut-être qu'on ne considérerait pas. Si on reprend l'exemple de Flatiron, alors évidemment, on peut se dire, bon, c'est des données américaines, quel est le risque? Et c'est là où on voit toute la contextualisation que tu citais. L'intérêt que quelqu'un en France a identifié des personnes, enfin voilà, réidentifier des personnes américaines. Alors peut-être qu'il y en a, mais pour le coup, d'autant que les risques étaient jugulés, tu l'as très bien dit, évidemment, c'est des chercheurs qui travaillent sur des données, et ça fait des années que les chercheurs travaillent sur des données de santé. Il n'y a rien de nouveau. On sait bien que les risques sont jugulés dans ce contexte-là. Après, l'autre question qu'on s'était posée, je veux bien qu'on passe à la slide d'après, l'autre question qu'on s'était posée, d'une manière générale, avec Ségolène et les autres personnes dans le groupe, c'est ce qu'on observe souvent, et en lien peut-être, mais ça, Manon, on sera très intéressés, nous, d'avoir ces chiffres, c'est que les violations de données sont souvent directement faites sur les données du soin primaire, qui sont, elles, directement... Oui. Et on comprend bien, puisque ça reste comme que ça reste complexe d'aller croiser des données anonymisées ou pseudonymisées pour essayer de réidentifier une personne dans une base de recherche qui aurait eu, voilà, ou qui pourrait avoir une pathologie. Le mode opératoire généralement des individus, voilà, qui vont, et ça, ce sera peut-être intéressant d'avoir plus d'informations côté de ce qui se passe réellement en vraie vie. Souvent, c'est plus pratique d'aller attaquer directement le serveur d'un hôpital avec des données nominatives dans un dossier de soins. Les données pseudonymes, les données de recherche, les données groupées à des visées statistiques ou des données d'imagerie dans lesquelles on ne connaît pas le nom de la personne, même si on pourrait, par recroisement XXXX de données, retrouver la personne parce qu'une pathologie dans un hôpital X. On peut faire énormément d'hypothèses, effectivement. La question, c'est qu'on fait justement beaucoup d'hypothèses quand on est dans la gestion du risque, mais que ces hypothèses, la vraisemblance de ces hypothèses, elle reste une question ouverte, et c'est un peu le point, en tout cas, qui nous intéresse, nous, sur ce travail. Et pour finir, avant de passer sur les next steps et les questions, l'autre point qui nous a aussi interpellés,
c'est de se dire, tu l'as très bien dit Robin, c'est en fait, il y a une vraisemblance des risques, mais il y a aussi une vraisemblance des bénéfices, hein, puisqu'en fait, une recherche de santé publique, tu l'as bien exposé, peut ou pas avoir un effet sur la manière dont on va prendre en charge les patients. Pour autant, donc ça c'est des modulateurs des risques et des bénéfices qu'il va falloir intégrer dans l'échelle globalement. Donc, avant de passer peut-être au next step, alors, peut-être aussi rapidement, l'idée c'est de vous dire que on aimerait constituer un groupe de travail donc avec des gens qui pourraient soit participer. Donc il y a plusieurs choses qu'on pense qu'il faut encore faire. On va revenir un peu sur la méthodologie ensemble, donc notamment les critères de risque, les critères de vraisemblance, les critères de bénéfice et la vraisemblance des bénéfices. Et on a des questions un peu techniques hein, sur la pondération encore entre les uns et les autres, avec l'idée aussi de se dire quels sont les bons seuils qu'il faut introduire aussi dans la balance. Voilà, parce que cette évaluation, elle doit être faite, on va dire, en routine, mais pour autant, quand on prend une décision, on va pas à chaque fois, voilà, on va pas à chaque fois regarder. On a probablement des types d'évaluation du bénéfice-risque qui se répètent en situation et qui font qu'à un moment donné, on connaît déjà le bénéfice-risque a priori de certaines évaluations. Donc, on va essayer de travailler sur ces seuils. Ce qu'on aimerait faire, c'est aussi faire une petite étude rétrospective, donc pas sur des données de santé, mais sur des autorisations ou des projets qui auraient été menés. Nous, c'est ce qu'on a fait sur nos projets chez Roche, sur 4 de nos projets. On aimerait pouvoir le faire auprès de la communauté des data transformers hein, qui compte sur LinkedIn 700 personnes, mais en vraie vie 250 personnes, avec pour objectif en fait de pouvoir partager les résultats lors de notre prochain événement en juillet, pour pouvoir dire en fait voilà on a constitué un outil qui est voilà qu'on peut mettre en œuvre, qu'on a testé, dont on a identifié les seuils grâce à ce test qu'on aimerait faire à une plus grande échelle et on aimerait communiquer dessus et vous dire en fin de compte utilisez-le parce que je pense que l'utilisation de cet outil notamment auprès de vos demandes d'autorisation voire même évaluation de projet interne fera qu'on aura voilà des discussions plus transparentes, que ce soit CESRES, CNIL ou qu'advienne que pourra avec les évolutions qu'il y aura peut-être dans le système sur la partie régulation, accès aux données de santé. Bon, ce type d'outil peut être aussi utile pour des porteurs de bases de données académiques, privées, qui doivent aussi, eux, faire des évaluations bénéfices-risques à la demande, par exemple, de partage de données. Donc, c'est un petit peu l'idée qu'on a aujourd'hui. Donc, on vous parle. Alors, si vous n'avez pas de questions, on peut ouvrir à quelques questions. Et de toute façon, on vous fera passer un questionnaire qui vous permettra de vous positionner en fonction de vos expertises, de vos envies de participer, soit au design, soit au test, voilà, de test de cette échelle parce que vous avez envie de la tester, soit pour aller un peu plus loin sur sa valorisation. Je ne sais pas si j'ai ça. Est-ce que je peux faire un Oui, bien sûr, Jeanne, je t'en prie. Bonjour Rémi. Merci beaucoup Romain aussi pour cette présentation. Je suis désolée, je suis arrivée un peu en retard, je n'arrivais pas à me connecter. Tout ça est très très intéressant. Il y a une question, et ça c'est plus peut-être Manon qui peut y répondre, mais pour parler un peu rapidement, tout ça, ça vaut le coup si l'autorité de protection des données personnelles est susceptible de le prendre en compte dans son appréciation et dans l'instruction des dossiers et que ça apporte là aussi des bénéfices, on va dire, pour le déclarant. J'ai eu l'occasion d'échanger récemment avec le service d'IA de la CNIL sur un dossier et la question est toujours, y compris quand on crée un modèle de fondation en IA qui va être utilisé en production par d'autres après, quel est le risque de réidentification des personnes dont on a utilisé les données pour constituer la base d'apprentissage, le modèle de fondation, au moment où c'est mis en production avec d'autres données. Donc, ça va encore super loin. Et lors de ces discussions très intéressantes, j'ai vu que le service de l'IA de la CNIL, il a vraiment besoin d'éléments concrets pour démontrer effectivement que ce n'est pas forcément utile. Donc, il y a votre projet chez Roche qui est tout à fait intéressant. Et je sais qu'il y en a d'autres aussi qui travaillent sur ces risques de réidentification pour pouvoir les faire valoir et peut-être
obtenir, parce que c'est quand même ça qu'ils veulent obtenir à la fin, hein, c'est-à-dire de ne pas essayer d'aller réidentifier les personnes pour pouvoir les informer et satisfaire à l'article 13 ou 14 du RGPD, pour peut-être mettre en place des niveaux de sécurité un petit peu moindres, etc. Vous voyez, il y a l'étude du bénéfice-risque de la réidentification dans la pseudonymisation, et puis il y a aussi l'étude du bénéfice pour les acteurs, mais je pense que c'est consubstantiel à votre projet. Voilà, ce qui sera intéressant aussi, c'est peut-être associer, j'ai une idée par exemple d'un projet en ce moment qui travaille aussi sur ce sujet-là, mais c'est tout à fait intéressant et je serais ravie d'y participer. Merci Jeanne. Je vois Marie qui lève la main. Je ne sais pas si Manon voulait répondre avant que Marie… J'attends, je patiente, j'attends. Je peux parler ou on attend l'intervention? Je ne sais pas si Manon de Fallois est toujours là. J'attends votre permission. Alors après, peut-être que l'activation de la caméra bug parce que je crois que c'était pas si simple pour tout le monde. Donc oui, peut-être par écrit Manon ou plus tard. Donc allez-y, je vous en prie, Marie. Ok. En fait, moi, je voulais juste voir si quelqu'un a essayé d'analyser une base de données qui est très, très bien conservée et très bien conçue, qui est la base Crystal des donneurs d'organes, qui est à l'Agence de biomédecine et qui est hyper sécurisée parce que le système d'identification, quels que soient les croisements et autres, est tellement bien fait qu'il y a très, très peu de risques. Parce que, quelque part, on ne sait jamais qu'un receveur va essayer de savoir qui a été son donneur à l'origine. Cette base de données qui a été très bien travaillée déjà initialement et qui a été perfectionnée ces dernières années pourrait, si on en a l'autorisation d'accès, essayer de voir comment elle est faite et comment on peut en tirer des bénéfices pour pouvoir nous aider à construire et à l'implémenter dans la façon dans notre méthodologie de ce groupe de travail. Voilà, c'était juste une position. Non, merci beaucoup. Effectivement, je pense qu'on a aujourd'hui, on a augmenté de manière assez générale, on va dire, les mécanismes de sécurisation des bases de données de recherche. Je pense que c'était l'objectif aussi, parce que c'était une grande question du RGPD, c'est comment, voilà, est-ce que, notamment sur l'hébergement de données de santé, qui est encore un autre sujet, mais comment fait-on pour, d'une manière générale, augmenter le niveau de sécurisation, de technicité, etc., autour des données. Et vous le dites bien, en fait, il y a deux risques dans ce que vous dites, c'est est-ce que le système technique qui a été mis en place par l'Agence de la biomédecine réduit à néant les risques. Quand vous avez une situation où la personne viendrait travailler et donc du coup dans votre balance, vu le système qu'ils ont mis en place, le risque est très bas de réidentification notamment ou de mésusage et donc forcément, c'est ce que je disais tout à l'heure, le bénéfice-risque semble a priori souvent positif dans ces situations-là. Si par exemple un opérateur de données a mis en place ces normes de sécurité, et on peut revenir à la question du cloud, de certains clouds notamment, dont on sait aujourd'hui par exemple sur le cas du HDH, où en fait les normes de sécurité américaines sont bien meilleures que tous les opérateurs actuellement français. Donc, déjà, on peut se poser des questions. Voilà. Après, il y a d'autres risques évidemment, et c'est ça un peu le travail qu'on va vous proposer, essayer de faire pour ceux qui voudraient y participer, c'est qu'on puisse se mettre d'accord sur une liste de risques. Quels sont les risques dont on parle vraiment? La vraisemblance qu'ils apparaissent en fonction de la situation, et ça, ce sera une partie. On pourra avoir des critères de vraisemblance, mais après, ce sera à chaque porteur, en fonction des bases de données, etc., de pouvoir l'évaluer. Et voilà, et sur la partie des bénéfices, c'est le même travail pour qu'on puisse avoir. Alors, à votre réponse, Jeanne, mais je suis complètement d'accord. Évidemment, si nos autorités, et je pense aussi au CESRES, parce qu'on a deux autorités aujourd'hui primaires. Alors, CESRES qui a une mission de s'assurer que les données ne sont pas utilisées pour des fins, voilà, mais qui aussi a une espèce de mission d'évaluer a priori la qualité de la science, ce qui est voilà, encore une autre type de mission dont on peut discuter. Pareil, j'ai envie de dire, le CESRES, parfois, on dit ils n'ont pas vu le bénéfice, on n'a pas compris. Donc, réunir ces deux visions, je pense que ça… Alors, on sent aujourd'hui, nous, on voit dans certains dossiers qu'il y a des discussions, parfois autorité, HAS, CESRES, CNIL, etc., et qu'on commence à avoir des triangulaires, c'est assez intéressant. Mais on voit effectivement que on réunit en fin de compte sur quelque chose d'assez transparent, jamais en fait ces deux visions de balance. Et c'est un peu l'objectif, c'est de se dire bon alors
peut-être que les autorités ne voudront pas la prendre en compte, mais si les porteurs de projets font ce travail, à un moment donné, on ne peut pas juste faire comme si le travail n'a pas été fait. Et donc, on peut aussi discuter s'il y a problème, on peut discuter de pourquoi il existe et qu'est-ce qui, dans l'appréciation, a été mal apprécié par le porteur de projet, par exemple. Oui, mais aussi, est-ce que je peux me permettre d'intervenir? Moi, je voudrais faire un commentaire général. Vraiment, la plupart des risques sur lesquels bloquent les régulateurs, et en particulier les DPO ou la CNIL, ce sont des risques vraiment, je vais lâcher un gros mot, fantasmés. C'est-à-dire des risques qui se sont jamais produits. Et moi, je suis statisticienne, tant qu'un risque ne s'est jamais produit, sa probabilité est zéro, voilà, objectivement. Donc, à la fin, je veux dire, je pense que tout ce travail que propose Rémi aura une valeur éducative au sens où le cerveau humain est plein de biais cognitifs, et dans les biais cognitifs des gens qui ont la charge de la protection, c'est de ne penser qu'en termes de risque. Et moi, ce qui me frappe beaucoup et qui me choque sincèrement, c'est que les risques sont le mot risque est manipulé très largement dans les dossiers et dans les décisions publiques et dans la presse grand public, alors qu'on ne définit jamais la nature du risque et sa hauteur. Et ça, c'est incroyable, parce que vraiment, évidemment, de glisser sur une crotte de chien, c'est pas la même chose que se faire écraser par une voiture. Enfin, il y a un risque des deux, mais je veux dire, le risque n'est pas le même, et puis sa probabilité n'est pas la même. Donc, je veux dire, c'est pas possible. Je pense que on doit avoir, on peut avoir, par l'approche qu'on propose, une action éducative, et c'est pas je veux dire péjoratif pour les gens, mais c'est juste que on a été éduqué comme ça, et notre cerveau maintenant est conditionné par cette sensation qu'on a des risques majeurs qui sont liés au numérique, à juste titre pour les réseaux sociaux, mais qui, dans le domaine de la recherche, sont extrêmement bien contrôlés, et les risques sont de réidentification, par exemple, sont quasi nuls. Donc, il faut, nous, qu'on trouve un moyen de faire changer la perception, c'est une question de perception, par les régulateurs et par les décideurs de financement, pour qu'ils prennent en compte, qu'ils révisent leur perception, et qu'ils se confrontent à la réalité de ce qu'on sait sur les risques, les risques qui sont extrêmement minimes, ou dont les conséquences potentielles sont négligeables. Voilà. Donc moi, je crois beaucoup à la valeur éducative pour chacun d'entre nous, parce que je pense que ça sera aussi très utile pour les chercheurs de faire ce travail, et que ça leur permettra de mieux présenter leur travail et leurs objectifs à la fin. Je suis d'accord, merci beaucoup. Il y a Manon, du coup, désolé pour Anne et Marie, j'ai vu des mains se lever, des mains non numériques. Manon, vous avez réussi à vous connecter. Oui, je vous suivais, je suis désolée, il y avait un petit bug. Oui, je pense qu'on pourra, je pense que les discussions sont très constructives. Je pense qu'elles seront passionnées avec Ségolène, parce qu'on n'a pas forcément toujours le même point de vue, vous l'aurez compris. Je pense qu'on pourra aussi utilement vous transmettre un certain nombre de chiffres sur les violations de données, pour notamment démontrer que le risque n'est pas nul dans certains cas, et surtout pour vous rassurer sur le fait que la balance bénéfice-risque, on l'a fait aussi au quotidien quand on instruit les demandes d'autorisation. En pratique, il est extrêmement rare qu'on refuse des projets de recherche, c'est même pas de l'ordre de 1% des dossiers qu'on reçoit. Et justement, finalement, ce qui sert dans le cadre de cette appréciation, dans le cadre de l'appréciation de la balance bénéfice-risque, le curseur va permettre de déterminer les mesures techniques et organisationnelles qui doivent être mises en œuvre pour héberger les données. Et c'est dans ce cadre-là qu'on apprécie la balance bénéfice-risque. C'est pas du tout pour dire on va autoriser ou on va refuser le projet. Nous, quand on refuse un projet, c'est parce qu'il ne va pas être conforme au RGPD, mais c'est extrêmement rare. Donc vraiment, nous, la balance bénéfice-risque, c'est pour prévoir les mesures de sécurité qui vont bien en fonction des risques engendrés par le traitement de données. Et je pense que ces discussions permettront aussi de nourrir utilement la mise à jour sur la concertation qu'on va lancer dans le cadre de la mise à jour des méthodologies de référence.
Vraiment, nous, on est tout à fait partants pour participer à ces discussions. Par contre, en vous écoutant, je me rends compte qu'il faudrait sans doute associer un de mes collègues du service de l'expertise technologique, puisque la balance bénéfice-risque, elle se fait aussi, comme je vous le disais, au niveau de la sécurité. Mais dans tous les cas, Ségolène, je pense qu'on peut échanger utilement toutes les deux. Mais oui, absolument, quand vous voulez. Et juste peut-être pour revenir sur les... Pardon Rémi, puisque ça... Non. Juste pour revenir sur les traitements du NIR, effectivement, la législation a quand même pas mal évolué, notamment en 2018. On a maintenant des circuits tubes du NIR et en pratique, il est extrêmement rare qu'il y ait encore des difficultés s'agissant des traitements du NIR. C'est-à-dire que parfois, il faut mettre en place un tiers de centralisation. Il y a effectivement des mesures de sécurité qui doivent être associées au traitement du NIR, mais c'est beaucoup moins complexe qu'avant 2018. Donc pour ceux qui auraient des projets qui impliqueraient des traitements sur la partie autorisation, on va dire. Oui. Après, il y a la partie mise à disposition chez NAS, etc. C'était toute une autre histoire. Ok. J'avais deux autres mains, Anne et Marie, je crois, tout à l'heure. Je ne sais pas si elles sont toujours valables. C'est juste un complément pour Ségolène, qui a très bien parlé d'ailleurs. C'est que le risque est nul jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais rien ne peut nous garantir que demain ou après-demain, il n'y aura pas quelqu'un qui, lui, va avoir juste... Rien ne peut nous garantir rien. Après, vous avez raison, Marie. La question, c'est... Effectivement, je suis d'accord avec vous, mais la question, c'est socialement, est-ce qu'on s'empêche de tout faire parce qu'un jour, il y aura un risque, ou quel est le bon degré de protection? Parce que la technologie de protection des risques, elle peut nous emmener très loin en termes de coût sociétal aussi. Donc, c'est toujours cette question qu'on va se poser aussi dans la balance bénéfice-risque. Ouais. Ce qu'on peut se rajouter comme critère, c'est le risque qui est nul jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quelles auraient pu être les conséquences? Si les conséquences sont gravissimes, on doit en tenir compte toujours, même si au jour d'aujourd'hui, il est nul. En revanche, si les conséquences de ce risque qui survient ne sont pas dramatiques, on peut se dire il n'est pas survenu jusqu'au jour d'aujourd'hui, donc il est nul. Et puis, quand bien même il pourrait survenir, ses conséquences ne sont pas très importantes. En revanche, si ce risque n'est toujours pas survenu, il est nul, d'accord, il est nul. Mais si jamais demain il survient, ses conséquences seront dramatiques. Là, il faudra quand même le garder et se dire ses conséquences sont graves. Il n'est toujours pas survenu, mais gardons-le, soyons vigilants jusqu'à ce qu'il arrive. Voilà. Et effectivement, on pourra je suis d'accord avec vous, mais il faudra toujours le mettre, et c'est ça la valeur d'avoir une échelle sur la conséquence de ne pas faire du coup, puisqu'en fait, on peut arriver dans une situation où on s'empêche de faire pour des raisons de risque réputationnel. C'est ça la difficulté dans cette échelle, c'est que d'un côté, on a des risques qui sont liés à la réputation, alors la police d'assurance, je pense qu'on a d'autres moyens d'aller courir après les assureurs par la loi notamment, c'est ce que font un certain nombre d'États. Par contre, le fait de ne pas faire la recherche et donc de ne pas faire profiter à la population d'une meilleure amélioration de la qualité des soins, le risque est peut-être même plus grand à ne pas faire qu'à faire avec un risque réputationnel. Et c'est toute la difficulté de l'évaluation de cette échelle, en fait. C'est de se dire, qu'est-ce que d'un point de vue sociétal est bien, et il peut y avoir des situations où on va prendre le risque de faire, pour des raisons réputationnelles de certains, pour le bien de la population. Et c'est ça la difficulté de cette échelle, évidemment. Il y avait aussi Anne, je crois, avant que peut-être qu'on... Oui, merci Rémi. Oui, je voulais vraiment saluer ce travail. On voit bien que immanquablement, on bascule du côté du risque et on a du mal à maintenir sur la balance sur le bénéfice. Je pense que c'est très important de réaliser cette étude et juste, ça m'a fait penser à un parallèle entre le DMP et mon espace santé, où on était un petit peu bloqué sur la création de mon espace santé et on a basculé de l'opt-in à l'opt-out. Faisons un rêve, peut-être que plus tard, il faudra prouver le risque et davantage que le bénéfice pour l'ouverture des données. Donc voilà, je pense qu'on peut, en tout cas, ce travail est extrêmement important et il va certainement permettre les mentalités sur cette ouverture des données. Et une deuxième réflexion sur ce bénéfice-risque, je pense que c'est très important pour les patients, pour les citoyens et donc les politiques. Je pense que les professionnels de santé sont quand même largement convaincus de l'intérêt d'ouvrir les données de santé. Il y a peu de médecins, j'ai rencontré peu de médecins qui me disent « moi je garde mes données dans mon logiciel et je vais faire avancer la science comme ça ». Je pense que c'est pas l'état d'esprit. Par contre, il y a un vrai sujet, et ça c'était bien noté en début de session, sur la valorisation des données. Et
quel est le retour que l'on fait sur ces producteurs de données. Évidemment, c'est un sujet éthique très, très pointu puisqu'on ne va pas acheter des données. Malgré tout, il y a un coût à la production de ces données, il y a un coût à la valorisation. Comment, voilà, on ouvre aussi ce débat et on essaye de sortir des sentiers battus et pour apporter une vraie solution, parce que je pense que pour le coup, sur la ligne des professionnels de soins, ce n'est pas les convaincre du bénéfice. Je pense qu'à mon avis, ça, il n'y a pas de sujet. Par contre, c'est voilà, comment, quelle est la valorisation de la production des données sur toute la chaîne et comment on rétribue chacun à sa juste valeur. C'était les deux réflexions que ça me donne. Alors, on pourra peut-être, alors j'en profite, j'ouvre un peu sur le futur. Donc, on a ce groupe de travail qui va, donc, il y a des transformeurs qui va se constituer. Donc, merci et ravi. Donc, on a un auditeur de qualité. J'espère que vous participerez à cette réflexion. Et on va avoir alors, j'ai un rendez-vous demain matin pour caler tout ça, mais on va avoir aussi un partage dans les jours, semaines qui arrivent, assez proches, on l'espère courant février, sur le rapport Marchand-Avier, qui a voilà, par les rapporteurs du rapport. Et l'idée sera d'utiliser la communauté pour organiser, on va dire, un retour sur les propositions de ce rapport, puisqu'on a bien observé qu'il y a un certain nombre de propositions qui peuvent être pas toujours simples à mettre en œuvre, même si on pense qu'elles sont bonnes à mettre en œuvre, par exemple, et ça, la communauté pourra le dire, et de dire, voilà, en gros, donc utiliser la communauté pour revenir vers les porteurs du rapport et appuyer certaines de leurs propositions et faire écho, en fin de compte, dans cette communauté. Donc, on revient vers vous rapidement, et peut-être que ces sujets de boucles financières, parce qu'on sait, je suis bien placé pour savoir que on sait qu'il n'y a pas assez d'argent dans la production des données, d'une manière générale. Après, on le tourne comme on veut. De toute façon, dans la santé, on sait que le numérique et la data sont sous-dotés par rapport à plein de pays, et que donc, du coup, ça crée... le système a vécu sur base de santé publique avec des financements, etc., mais ça crée aujourd'hui beaucoup de tensions, et souvent, on nous dit... DPO, mais en fait, non, c'est juste un problème de valorisation et on ne veut pas partager, donc on est tout à fait conscient de ça. Et là, on voulait déjà d'un côté, voilà, travailler juste sur cette notion de bénéficerie sociétale, individuelle, et essayer de faire de la pédagogie et de replacer les curseurs pour avoir des discussions peut-être un peu différentes. Suis très intéressé, Manon, je ne sais pas si elle est toujours là, je crois qu'elle est partie, dommage, d'avoir leur évaluation du bénéfice-risque pour qu'on voit si elle est si différente que la nôtre. Je ne suis pas sûr que le CSRS en ait une pas de son côté, elle en a une sur la qualité de la science, peut-être pas sur le bénéfice-risque sociétal. Donc ce sera un bon exemple aussi de travail peut-être à faire pour essayer d'aligner les uns et les autres sur une approche un peu commune, un peu transparente, sur lesquelles on pourra discuter. À l'opposé d'aujourd'hui, on a l'impression que la discussion, quand il y a besoin d'en avoir une, n'existe pas. Ou peu. Ok, merci à tous. Tu veux fermer, Sandrine? Je te laisse le mot de la fin. Non, vous dire qu'on va vous partager la présentation et effectivement, répondez au petit questionnaire soit en flashant le QR code, soit parce que vous allez le recevoir pour définir votre participation au groupe de travail. Et juste dire que Mathieu a dû nous quitter d'Unicancer, mais qu'il fera partie du groupe de travail. Voilà. Super. Merci à tous d'avoir tenu jusqu'à 10h05 et désolé pour les soucis techniques et à très bientôt. C'était très Merci à vous, à bientôt. Merci à vous les organisateurs. La thématique était excellente. Merci. Merci beaucoup. Merci à Manon. Merci, à bientôt. Merci à tous.